Bonjour Fanny, bonjour Siam. Comme vous le savez, on a développé un outil de soutien à la planification des contacts et des visites supervisées, afin d'avoir des pratiques qui seraient bienveillantes pour le parent et l'enfant. La supervision des contacts parents-enfants dans un contexte de protection de la jeunesse, c'est une pratique complexe qui exige beaucoup de savoir-faire et de savoir-être de la part des intervenants. C'est une pratique complexe parce qu'elle exige une analyse et une compréhension assez fine des besoins du parent et de l'enfant et du droit aussi pour eux de se voir. C'est important de situer que la supervision, c'est une limitation, une restriction à ce droit-là de se voir et que ça doit donc demeurer dans des contextes à caractère exceptionnel. La courte vidéo qu'on est en train de produire va accompagner les intervenantes dans l'utilisation de cet outil-là. Vous allez voir qu'on va illustrer, je vous ai demandé de préparer une situation type. C'est sûr que ça va demeurer une illustration et que ça ne représente pas l'ensemble des situations que l'on peut rencontrer. Donc, Fanny Siam, si vous voulez bien nous présenter la situation que vous avez préparée. Bonjour Fanny, tu te souviens, on s'est déjà parlé lors d'une supervision de Kautar et Amina. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de la supervision des contacts. Avant qu'on aille à l'outil de planification des contacts et des visites, peux-tu me résumer la situation de ces deux enfants-là, leur âge, les motifs de compromission? En fait, Kautar, elle a 5 ans et Amina, elle a 3 ans. En fait, les motifs de compromission, la situation a été retenue en négligence. Parce que les parents, en fait, ont de la difficulté à stimuler leurs enfants. Les deux petites filles n'ont pas de routine de vie claire. Il y a aussi de la violence conjugale dans le couple. Alors, c'est pour ça que ça a été retenu. Mais depuis le mois de mai 2014, les deux filles sont confiées, en fait, à leur papa. Et elles voient leur maman ici. On faisait superviser 2 heures par semaine. OK. Donc, si je comprends bien, les enfants ne sont pas placés, sont dans leur milieu de vie, mais il y a des contacts qui sont restreints avec un des parents. Dans ce cas-ci, c'est la maman. Exactement. C'est bien ça. Encore une fois, avant qu'on entre vraiment dans les visites, j'aimerais qu'on regarde le projet de vie privilégié de ces enfants-là. Quel est-il? Actuellement, le projet de vie privilégié de ces petites filles-là, c'est vraiment avec leur papa. Et on n'a pas identifié de projet de vie alternatif parce qu'il n'y a pas de risque de dérive, en fait, du projet de vie chez le papa. OK. On va faire un exercice qu'on ne fait pas habituellement. Vraiment, avant de regarder encore une fois les visites, on va regarder quels sont les avantages et les risques pour les enfants de voir leurs parents pour se positionner. Est-ce qu'on maintient ou non des contacts entre les enfants et leur mère? En fait, actuellement, ce qui est important de prendre en considération, c'est que ces deux petites filles-là, Amina et Kautar, ont connu leur maman depuis les premières années de leur vie. Donc, ça serait important de maintenir ce lien. Et lors des visites supervisées, les petites filles sont contentes de voir leur maman. Cette dernière aussi est contente de les voir. Alors, c'est pour ça qu'on regarde comment faire en sorte que ces visites supervisées soient bien, en fait, préparées pour éviter justement les risques, pour les diminuer, ces risques-là. Donc, actuellement, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a plus d'avantages que de risques. Okay. Donc, on va maintenir des contacts. Maintenant, ça va être le temps de regarder la présence et la nature des risques. Les principes de la loi sont clairs, Fanny. Le premier projet de vie de l'enfant, c'est toujours le retour ou le maintien dans son milieu de vie. Mais lorsqu'un enfant est placé ou qu'il y a une restriction de contact avec un de ses parents, on doit tout mettre en œuvre pour favoriser ce maintien des liens-là. Je suis contente d'entendre que c'est présent dans votre discussion. On se rappelle que seul le risque de préjudice physique ou psychologique peut justifier la limitation de l'encadrement des contacts entre l'enfant et le parent. En ce sens, c'est la bonne question que tu viens de poser. C'est quels sont les risques qui pourraient justifier qu'on s'immisce dans cette relation-là entre le parent et l'enfant. Et c'est une évaluation qui n'est pas simple, qui est complexe, qui requiert beaucoup de jugement professionnel. Alors, c'est intéressant que vous en discutiez ensemble parce que ça nous oblige à définir notre pensée pour préciser ces risques-là puis les décortiquer. Ça nous amène à éviter les automatismes aussi dans notre réflexion. J'aimerais maintenant qu'on regarde, Siam, les risques pour les enfants Amina et Kautar. Est-ce que tu évalues qu'il y a des risques d'abus physiques, sexuels ou de mauvais traitements psychologiques pour les filles?
En fait, on n'a pas du tout identifié de risque au niveau de l'abus sexuel. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est au niveau de l'abus physique et psychologique. Parce que cette maman-là, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a une inquiétude par rapport à la nourriture. Donc, quand les filles arrivent, son premier réflexe, c'est de les nourrir et de les nourrir de façon abusive. Donc, elle peut prendre une grosse part de nourriture. D'abord, elle amène beaucoup de nourriture, excessivement de nourriture. Elle prend une grosse quantité de nourriture, elle essaie de la rentrer de force et elle n'arrête pas, même si les filles lui disent qu'elles ne veulent pas manger. Donc, on est obligé d'intervenir pour protéger ces filles-là. En plus du fait qu'elle les fouille partout, elle regarde le moindre bouton, elle regarde aussi leurs sous-vêtements si elles sont propres, elle les relave. Donc, c'est comme si c'est l'intégrité des filles qui est touchée. Et on est obligé beaucoup d'intervenir, d'expliquer à la mère de laisser un petit peu de place à ces filles-là. OK. Autre risque à regarder, est-ce qu'il y a des risques de réviviscence des traumatismes lorsqu'elles voient leur mère? C'est une très bonne question. Justement, quand je regarde vraiment ce que vivent ces filles-là par rapport à la nourriture, on a compris, en fait, on se questionnait, mais on l'a compris beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que les filles, quand elles étaient beaucoup plus jeunes, avaient de la difficulté à se nourrir? Elles refusaient, en fait, de se nourrir à un point tel que Kautar, la plus vieille, a été évaluée en fait à la clinique des troubles alimentaires de l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc c'est sûr que si on la remet un peu dans la même situation, ça se peut qu'elle revive un peu les traumatismes qu'elle a vécu enfant. OK. Est-ce que les contacts des filles avec leur mère pourraient venir fragiliser le projet de vie des enfants chez leur père? Ça aussi, c'est un bon questionnement. On se l'est posé beaucoup parce qu'en fait, la maman questionne beaucoup les filles, en fait, par rapport à ton papa t'a frappé, papa ne leur donne pas à manger, grand-mère, elle les aime pas. Elle le fait devant les filles. Elle achète aussi beaucoup de choses, puis elle dit à la fille que papa achète pas beaucoup de choses. Donc, quand les filles reviennent chez leurs parents, il y a la petite, là, la petite Amina, elle a dit à son papa, maman, elle achète pas beaucoup de choses, mais pas toi. Il y a aussi le fait que quand elles viennent voir la maman, ils lui disent que ma grand-mère m'a frappée, papa m'a frappée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et les filles vieillissent, donc elles comprennent les enjeux qui risquent un peu de se rejouer aussi quand elles vont aller dans le milieu du papa. Est-ce qu'il y a des impacts sur le bien-être et le développement des enfants d'être en contact avec leur mère? Ce que je veux dire, c'est est-ce que ce contact-là peut leur causer du stress ou de l'insécurité? Certainement, s'il n'est pas supervisé. C'est pour ça qu'on le supervise. Parce que cette maman-là et ces filles-là ont besoin d'être rassurées, en fait, parce que la maman ne les rassure pas. Donc, elle peut se mettre dans des situations où elle est très envahie, où elle pleure, où elle est inquiète. Donc, c'est sûr que les filles détectent comme un danger, elles pleurent, elles aussi. Donc, ça crée des fois des situations où tout le monde pleure. Il y a aussi le fait que la plus vieille, Kautar, qui a 5 ans, on la voit vraiment qu'elle redevient enfant en présence de sa maman. Elle régresse, donc elle se met sur ses genoux, elle lui demande, elle la laisse la faire manger, elle pleure pour le moindre chose, elle réclame des choses. Donc, c'est assez... donc, c'est important de regarder, d'être vigilante par rapport à ces choses-là. Effectivement, c'est un risque sur le développement. Au-delà, dans le fond, de l'exercice de regarder la nature des risques, c'est important aussi de regarder les facteurs de risque en présence et les facteurs de protection qui sont inhérents à la situation de l'enfant, du parent, mais aussi de l'environnement. Ça nous permet de mettre dans la balance ces risques-là avec des facteurs qui pourraient avoir un impact sur ceux-ci. Par exemple, l'âge de l'enfant dans une situation où les filles seraient plus grandes, qu'elles auraient développé des meilleurs mécanismes pour s'autoprotéger, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de superviser dans un niveau de risque que vous avez décrit. Donc, pour ces deux enfants-là, on a vu qu'il y avait certains éléments de nature de risque. Si on regarde le thermomètre, comment tu évaluerais le risque? En fait, actuellement, avec tout ce qu'on assure comme supervision, je le qualifierais d'un risque élevé. Cela n'exclut pas qu'effectivement, comme disait Carole, il y a d'autres facteurs qu'on pourrait prendre en considération, qu'on viendrait à être un risque faible. Ça serait peut-être les enfants qui vieillissent, qui comprennent, qui peuvent dire eux-mêmes à leur maman de façon plus claire, ou peut-être parce qu'on a orienté aussi la maman vers un suivi psychologique. Donc, si elle fait une psychothérapie, qu'elle comprenne un peu tout son vécu, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous aider, en fait, pour qu'elle comprenne et qu'on diminue, en fait, effectivement, la supervision. À ce moment-ci, est-ce que tu vois des facteurs externes qui viendraient diminuer le risque
et permettent qu'on ne supervise pas les visites? Pas en ce moment, parce qu'on avait essayé dans le passé, en fait, de faire en sorte que ces contacts-là soient supervisés par le milieu familial, par le milieu de la mère. On a expliqué à la famille élargie, en fait, c'est quoi les bénéfices que ces filles-là aillent dans le milieu, mais qu'eux soient vigilants par rapport à des risques qu'on avait identifiés, en fait, avec eux. Ce qui est arrivé, c'est que ce qui se rejoue en visite supervisée, on l'a vu, qui se rejouait un peu dans le milieu familial, où toute la famille, en fait, soutenait un peu la maman dans sa détresse. Donc, quand la maman était envahie, toute la famille était envahie, parlait un peu de la famille du papa, nous montrait les bobos de la fille, le papa les maltraite. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les filles-là étaient dans une détresse totale et aucune personne n'était capable, en fait, de les soutenir ou de les aider. Donc, à ce moment-ci, les visites doivent être supervisées par nous en fonction du risque. On va être rendu à élaborer le plan des visites supervisées dans ton plan d'intervention qu'on va pouvoir annexer au plan d'intervention et déterminer les objectifs. C'est sûr, Siam, que cet exercice-là, habituellement, on le fait avec la famille, avec les parents. Là, pour se prêter à l'exercice, on va faire une première ébauche, tu permets toutes les deux ensemble, puis après, tu reprendras ces éléments-là pour voir si les parents évaluent comme nous la nature des risques, puis s'ils sont en accord ou s'ils n'ont pas des idées même de moyens et de modalités à mettre en place. Donc, les objectifs possibles pour les visites supervisées, on a le maintien des liens, développer ou restaurer les liens, travailler sur la parentalité et offrir à l'enfant un espace thérapeutique. Pour ces deux enfants-là, quels sont les objectifs de tes visites supervisées? En fait, le premier objectif qu'on avait identifié, c'est vraiment de maintenir le lien et on l'avait expliqué précédemment pourquoi. Mais il y a aussi le fait aussi qu'on travaille aussi sur la parentalité pour la visite, pendant la visite, pour que ça se passe bien, pour que ce soit des visites qui sont bénéfiques pour la mère et pour les petites filles. Il y a aussi peut-être quelque chose qui est plus un espace thérapeutique où on explique à la maman un peu ce que ça fait vivre, en fait, les gestes d'agression, en fait, par rapport à ces filles, ou pour expliquer, en fait, pour soutenir un peu les filles quand elles disent non, pour dire, regardez, Kautar vous dit non, donc elle vous demande d'arrêter. Alors, c'est quand même un espace aussi où on permet ça aussi. Vous aurez remarqué, Fanny, Siam, que dans les objectifs, vous ne retrouverez pas observation, évaluation. On est quand même conscient qu'à l'étape, par exemple, d'évaluation, orientation, il arrive qu'on ait besoin d'une certaine observation, d'un certain nombre de séances pour observer puis évaluer certaines dimensions par rapport aux liens ou aux compétences parentales. Mais il faut que ça soit circonscrit dans le temps pour éviter des dérives et qu'on instrumentalise l'enfant comme objet d'apprentissage ou d'acquisition des compétences parentales, ou qu'on maintienne le parent dans un rôle d'éternel apprenant où il développe une forme d'impuissance acquise parce qu'il développe des capacités qu'il ne pourra pas exercer si le projet de vie n'est pas un retour à la maison. Fait qu'il faut être très conscient que quand on observe et qu'on évalue, c'est pour des périodes qui sont circonscrites dans le temps. Il faut que le parent soit au clair que c'est cet objectif-là et pour combien de temps on va le maintenir. Donc, si j'ai bien compris, tantôt, les risques et les objectifs, je considère que le type de visite, ça serait une visite protégée. Qu'en penses-tu? C'est définitivement des visites protégées par rapport à notre présence qui est requise, en fait, du début jusqu'à la fin, par rapport au fait qu'on ne laisse pas la maman une minute toute seule et qu'on est inquiète si on n'est pas là. On va regarder maintenant les modalités qui vont permettre de faire des visites supervisées qui seront bienveillantes pour l'enfant et pour son parent. Est-ce que tu as déjà certaines modalités auxquelles tu as pensé? Effectivement, ce qu'on va essayer de mettre on est en train vraiment de construire justement les modalités de ces visites-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'aller soutenir en fait, ces visites-là, de créer une routine des visites, quand elle arrive la maman, qu'on regarde qu'est-ce qu'elle fait, qu'on l'aide un peu à structurer les activités, qu'on la félicite dans certaines choses qu'elle fait, parce qu'on a remarqué que la maman, quand on lui dit exactement quoi faire avec ses filles, mettons leur lire un livre, faire une activité dirigée, ils passent vraiment des bons moments. Les filles aiment ça, puis la maman aussi aime ça. Donc, on va vraiment les soutenir, l'encadrer, puis l'aider pour que ce soit vraiment des moments agréables. La féliciter dans ce qu'elle fait, être bienveillante aussi envers cette maman-là et l'aider vraiment dans la structure des activités.
Ça pourra être intéressant aussi qu'on en parle avec les membres de notre unité d'intervention. Il y a certains intervenants qui connaissent la maman. Il y a notre consultant aussi qu'on pourra mettre à contribution. On en parlera régulièrement aussi en supervision, évidemment, pour voir comment ça évolue. Puis, est-ce qu'il y a lieu de reviser? C'est sûr que le plan des visites va apparaître dans ton plan d'intervention et que tu devras le réviser là, à chaque 3 mois avec la famille. Mais en dehors de ces révisions officielles-là, on en parlera en supervision puis en unité d'intervention. Effectivement. Merci, Siam. Merci, Fanny, de vous être prêtée à l'exercice. Vous avez trouvé ça comment, cet outil-là? Pensez-vous que ça peut être utile? Mais c'est assez convivial et assez simple à suivre et à compléter. Ça nous amène aussi à se poser, à revenir sur la base des objectifs avant d'aller directement dans les modalités, ce qu'on a peut-être tendance souvent à faire. Ça nous permet d'avoir quelque chose de visuel, de ne pas oublier en fait c'est quoi les objectifs de la visite, de partager ça avec les parents, qu'ils sachent en fait pourquoi on supervise les visites, c'est quoi les objectifs et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent en fait pour qu'on enlève la supervision, pour qu'on soit très clair avec lui, qu'on établisse en fait ce plan-là avec lui, qu'il soit comme une partie prenante de cette démarche-là, puis qu'on prenne vraiment tout le temps en considération que c'est une démarche clinique, il faut vraiment bien la planifier.